Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip et laisse-moi remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent l'épisode d'aujourd'hui grâce à leurs dons. Le podcast d'aujourd'hui va être assez spécial parce qu'on va pas parler en fait de littérature et de légende, mais d'un vrai cas, celui de Mercy Brown. Tout ce que je vais te raconter en fait est réel, c'est pas le pitch d'un roman ou quoi que ce soit. En fait, cette histoire, c'est celle d'une hystérie collective comme on en connaît tant et qui te montre bien que les croyances peuvent prendre des proportions totalement dingues. Si tu me suis depuis un bout de temps, j'avais fait une vidéo il y a 1 an et demi maintenant sur la rumeur d'Orléans et tu peux la retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène assez similaire, sauf que cette fois, on va partir aux États-Unis du 19e siècle et on va s'intéresser aux vampires. Notre histoire commence en 1883 lorsque la mère de la famille Brown décède d'une étrange maladie. Étrange vraiment ? Bon, en réalité, elle succombe des suites d'une tuberculose, un mal hyper répandu à l'époque, mais que l'on connaissait assez mal. Ce truc, c'est pire que le Covid, la grippe et la ch'touille réunies. Ça décime en fait les populations en un quart de seconde. Quelques mois plus tard, c'est au tour de la fille aînée de la famille d'y passer. Bon, jusque-là, tu me diras, c'est le jeu ma pauvre Lucette, et c'est pas bien étonnant qu'un deuxième membre de la famille passe l'arme à gauche vu le contexte sanitaire de l'époque. Mais là où les gens commencent à se poser des questions, c'est quand 2 ans plus tard, le fils Edwin commence lui aussi à tomber malade. Et au lieu de canner en 2 secondes comme sa sœur et sa mère, le bougre lui, il se raccroche à la vie. Il veut pas y passer. Alors les années passent et pourtant Edwin est toujours autant malade. On l'envoie à droite à gauche pour faire des cures, son état de santé s'améliore, puis se casse de nouveau la gueule. Bref, c'est pas la joie, mais il résiste. Et puis, un beau matin de 1891, c'est au tour d'une autre de ses sœurs, Mercy, de présenter à son tour les symptômes de la tuberculose. Et là, Mercy, elle est beaucoup moins chanceuse que son frère, parce que en fait, elle va déclarer une forme foudroyante et elle succombe l'année qui suit en plein hiver. Et là, comme s'il s'agissait d'un signal, l'état d'Edwin s'empire au point en fait où, quelque temps après le décès de Mercy, une folle rumeur se met à courir à Rhode Island. Et si la famille Brown était maudite ? Et si parmi ces morts, en fait, elle comptait un vampire qui se nourrissait de l'énergie des membres de la famille ? Alors d'où ça sort cette idée saugrenue ? C'est simple, à l'époque, la croyance populaire veut que si une famille connaît une série de décès, cela signifie qu'un mort-vivant vient s'en prendre à elle. La solution est donc simple, trouver le vampire et le neutraliser. Sauf que voilà, de qui peut-il bien s'agir ? La mère Brown, Marie-Olive l'aînée ou la dernière en date, Mercy ? Acculé par tous les villageois, le père de la famille n'a d'autre choix que de déterrer les corps des 3 pauvres femmes. On commence par les 2 premières, décédées il y a plusieurs années maintenant, et sans surprise, on ne retrouve que des os. Elles sont donc écartées de la liste des suspects. Direction donc la tombe de Mercy, et là, alors qu'elle avait été enterrée 2 mois plus tôt, la jeune femme ne montre aucun signe de décomposition. Pire encore, son visage est rouge, du sang est visible au bord de ses lèvres, et certains l'assurent même, son corps a changé de position. Alors ni une ni deux, on transperce son cœur et voilà que du sang s'en échappe. Tout le monde est maintenant certain, Mercy est bel et bien le vampire qui décimait la pauvre famille. Il n'est pas trop tard pour sauver Edwin, alors les villageois arrachent le cœur de Mercy, le brûlent et mélangent ses cendres en fait tout simplement à de l'eau pour la donner à boire à Edwin. Oui, tu as bien entendu. À l'époque en fait on pense que c'est le meilleur remède contre une malédiction de vampire. Bon, sans surprise, ça ne fonctionne pas et Edwin meurt 2 mois plus tard. Au total, sur les 7 enfants Brown, ils sont 6 à succomber de la tuberculose et ce jusqu'en 1899. Donc bon, comme le dit Pécresse, Mercy, elle avait le dos large, mais faut pas charrier. Alors maintenant que je t'ai raconté cette histoire, on va parler plus en détail de Mercy et surtout essayer de comprendre pourquoi en fait son corps paraissait si vivant 2 mois après sa mort. Est-ce que les villageois sont des gros mythos et ont tout inventé ou est-ce que les vampires existent vraiment ? Ni l'un ni l'autre, mon capitaine. Si en effet Mercy était bien décédée des mois avant qu'on déterre son corps et qu'elle aurait dû en fait commencer à nourrir les vers depuis un petit bout de temps, il se trouve qu'elle a succombé à la maladie durant un hiver particulièrement froid, au point en fait où son corps a dû être conservé dans de la neige avant d'être enterré. Et même là,
Tout était si froid que la décomposition en fait ne s'est pas faite normalement. Rien de surprenant au fait de l'avoir retrouvé dans cet état. Mais voilà, à l'époque, on connaît une vraie folie vampirique en Nouvelle-Angleterre et ce sont des centaines de corps qui ont connu le même sort. Si on se souvient particulièrement du cas de Mercy, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, il a été assez médiatisé, ce qui est rare pour l'époque. Et cette couverture médiatique, elle s'est étendue au-delà du territoire local. Des journaux nationaux en parlaient. En fait, ces croyances un peu archaïques ont choqué le pays au point où, officiellement, Mercy est nommée comme étant le dernier cas de vampirisme aux États-Unis. En réalité, il y a fort à parier que la tradition ne s'est pas arrêtée avec elle, malheureusement, mais juste c'est resté discret. Le cas de Mercy, en plus d'avoir eu un écho retentissant à son époque, il a pas mal inspiré la littérature. Lovecraft, par exemple, y fait mention dans une de ses nouvelles. Mais celui qui a peut-être eu une petite obsession pour l'histoire, c'est Bram Stoker, l'auteur de Dracula. Lorsqu'il meurt en 1897, on retrouve plusieurs articles de presse qui couvrent le cas Mercy Brown. Alors, est-ce qu'il s'en est inspiré pour son roman? On ne sait pas. À la base, cet épisode ne devait parler que de Mercy Brown. Et puis à force en fait de faire mes recherches, je suis tombée dans un rabbit hole comme on dit, et je me suis penchée sur le sujet de la tuberculose. Finalement, c'est une maladie qui a vraiment modelé la société à chaque fois qu'elle a sévi. Pourquoi est-elle à l'origine d'autant de psychoses? Eh bien, c'est simple, c'est une maladie qui est si infectieuse que souvent, quand elle touche une personne, elle va rapidement se propager à tous les autres membres de la famille. Mais elle peut mettre parfois des années avant de se déclarer. Et c'est pour ça en fait que l'on peut avoir une sensation de malédiction qui poursuit la famille. En réalité, si tous ses membres ont contracté la maladie dans un même temps ou un temps assez réduit, on va dire, toutes ne présenteront pas les signes au même moment, voire la même année. C'est une vraie épée de Damoclès. Alors parlons chiffres maintenant. Fut un temps, la tuberculose touchait 70 à 90% de la population et était fatale dans 80% des cas. Une vraie hécatombe. Mais du coup, tu vas me dire, si ça a touché 90% de la population et que ça a tué 80% de ces 90%, l'humanité aurait dû s'éteindre. Et oui, mon Billy, tu suis bien. Alors, il y a en effet une petite couille dans le potage avec ces chiffres. Pour mieux t'illustrer la névrose qu'il y a eu autour de la tuberculose et surtout te montrer en fait qu'on peut pas trop se fier au stade de l'époque, on va prendre l'exemple de la France du fin du 19e. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premières statistiques autour de la tuberculose, elles arrivent en 1886. Et qu'elles ne prennent en compte que les villes de plus de 5000 habitants. C'est-à-dire, à l'époque, seulement 40% de la population. Donc les chiffres, ils ne représentent pas du tout la situation globale. Les vraies premières stats, comprenant toute la France, elles arrivent en 1806, donc bien plus tard. Mais parlons de celles du 19e siècle d'abord. Selon les rapports, durant cette période, on comptait pas moins de 80 000 morts par an. Mais après coup, on s'est mis à mieux comprendre cette maladie et on s'est rendu compte que ces 80 000 morts, en réalité, c'était sous-évalué et qu'on tournait plutôt à 150 000 morts, rien que pour la tuberculose. Quasiment le double. Mais d'où nous vient ce nombre hors norme? Eh bien, il apparaît en 1900, donc après coup. Et ce nombre n'a strictement aucun fondement scientifique ou autre. En fait, pour être honnête, son origine, elle est encore floue et on sait pas trop d'où il sort. En réalité, durant le 19e siècle, on disait au doigt mouillé que la tuberculose représentait 1/6 de la mortalité générale, ou 1/5, voire 1/4 selon les journaux. Bref, comme tu le vois, c'était pas vraiment précis. Alors même si dire qu'1/4 de la population cannait à cause de la tuberculose, ça en jetait quand même, les journaux se sont dit que poser le bilan de 150 000 morts par an, ça aurait plus de gueule quand même. Et voilà comment on est passé de 1/6 de la population à 150 000. Début du XXe siècle, la tuberculose fait l'objet en fait d'une vraie campagne de propagande. Elle fait peur, elle décime les enfants et ça plaît pas vraiment à la nation française. L'Allemagne aussi lutte pas mal contre la tuberculose à l'époque et elle a même développé un système pas piqué des hannetons, révolutionnaire, moderne et efficace, les sanatoriums. Ouais, le truc que tu vois dans les films d'horreur. Ça vient de là.
Autant te dire que la France, elle a un peu le seum de se faire passer devant par des bouffeurs de choucroute et elle décide qu'elle aussi, elle va faire la nique à la maladie à coups de spots hygiène, de propagande bien anxiogène autour de la tuberculose et aussi forcément à coups de sanatorium. Au final, on en est bien venu à bout, alors est-ce que ça valait vraiment le coup de gonfler les chiffres et de créer tout un mythe autour de la tuberculose ? À vous de décider. En tout cas, cette histoire peut avoir un tout petit goût de déjà-vu pour nous. Donc si jamais le Covid s'invite dans ton foyer, par pitié, ne bois pas les cendres du cœur de ta sœur, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode un petit peu différent des autres t'aura plu. Moi en tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.